Bienvenue, mesdames, messieurs. Très attendus sur les sujets brûlants de l'heure, les députés de la majorité parlementaire ont enfin brisé la glace. Ce fut à la faveur d'une conférence de presse. Et comme un seul homme, ils ont défendu les choix et actions des plus consensuels aux plus controversés du régime de la rupture pour un nouveau départ. De la polémique autour de la non-installation du COS-LEPI à la demande de levée d'immunité parlementaire de certains dès lors, rien n'a été mis de côté. La moindre interrogation du citoyen lambda aura trouvé de répondant. L'heure est au ralliement sans faille derrière le chef de l'État. Rentrée politique du BMP, de la poudre aux yeux ou la marque du soutien indéfectible de la majorité parlementaire au régime Talon. Tel est, mesdames, messieurs, le thème autour duquel se fera ce numéro de votre émission 100% Bénin. Pour l'occasion, deux professionnels des médias pour des analyses qui s'imposent. Mais avant, la revue de presse. Déjà en position pour nous faire découvrir la une des journaux, Kodovi Amitonou, confortablement installé. Kodovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Etoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De la une ce matin, qu'est-ce qu'on peut en dire fondamentalement? La sortie du BMP, le bureau de la majorité parlementaire, donc à l'Assemblée nationale, qui s'est prononcé sur les sujets brûlants de l'actualité, sans oublier ceux et celles qui sont impliqués dans différents dossiers de malgouvernance et qui sont aujourd'hui écroués à la prison civile de Cotonou. Et on commence avec la sortie, bien sûr, du BMP que le journal Actu Express met donc en grand titre. Je vous laisse aller. En relevant donc quelques incohérences, il dit des bandades dans le rang du soutien de Talon et bien sûr la hantise d'une cascade de débâcle électoral et puis échec évident des réformes de Talon, chronique d'une inconséquence politique. Rapport Amnesty 2017-2018, le gouvernement Talon épinglé. Quotidien, la dépêche, réforme du système partisan, un complot contre le multipartisme, constate donc le quotidien. La nouvelle tribune, sortie médiatique de la majorité parlementaire, le BMP, dans la diversion et le soutien mécanique à Patrice Talon. Quotidien, la dépêche, réforme du système partisan, un complot contre le multipartisme. Et puis la nouvelle tribune, je l'ai dit, si vous voulez bien, donc on revient donc sur ce quotidien, sortie médiatique de la majorité parlementaire, le BMP, dans la diversion et le soutien mécanique à Patrice Talon. Si nous sommes en phase avec juste donc Issou, le réalisateur, l'Afrique en marche, juste conférence de presse du BMP, les alliés de Patrice Talon justifient les travers du régime et puis rebondissement dans l'affaire CNCB, 10 personnes écrouées et 8 placées sous contrôle judiciaire. Le nouvel observateur, au-delà de toutes les intrigues pour le désactionner, Sébastien Javon, l'infatigable mécène et puis difficulté dans l'exercice de la fonction présidentielle, Patrice Talon sort enfin de l'illusion de la torpeur et avoue matin libre, sortie des députés de la majorité parlementaire, ce BMP conduit Talon droit dans le mur Benonsi. Eh bien, le comble, s'exclame le quotidien Point Média. Je l'ai dit pour terminer. Au sujet de la gouvernance sous Talon, tout est beau, tout est rose pour le BMP, requiem du contrôle de l'action gouvernementale. Ça s'interroge donc le quotidien. Et puis, entre promesses non tenues et diversion, les Béninois découvrent progressivement son vrai visage. Merci Kodovi. À maintenant l'arrêt du jour, je le faire sur la dépêche. Réforme du système partisan, un complot, Matel le confrère, contre le multipartisme. Ce n'est pas seulement la première fois qu'on entend cela, et ce n'est pas ce seul journal qui le dit à travers ses écrits. Il y a aussi l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, qui est sorti de son silence depuis que cette intention traduit désormais en actes à travers donc cette session qui a cours et qui pense qu'effectivement il faut aller donc au système partisan. Il a donné le cas du Nigeria et du Sénégal pour montrer que c'est un piège qu'on est en train de tendre à la démocratie. Et si ce quotidien revient donc pour penser que c'est un complot contre le multipartisme, d'ailleurs caractéristique de la bonne santé de la démocratie dans un État, je crois qu'il faut prendre cela avec, pas forcément avec pincette, mais analyser en profondeur les écrits des uns et des autres pour approfondir donc les réflexions et savoir sur quel pied danser, si tant est que nous optons pour un principe.
savoir sur quel pied danser, l'autre lui reste infatigable. En tout cas, ça, c'est le confrère de la matinée à travers votre titre. Lorsqu'on a des redressements fiscaux à la hauteur de ce qu'on attend là, on ne comprend pas d'où puise cette énergie. L'homme dont on parle à la une de ce journal, le confrère de la matinée, qui continue d'assister. Oui, il s'agit bien sûr de Sébastien Javon. Et au-delà donc du confrère de la matinée, il y a le nouvel observateur qui dit qu'au-delà de toutes les intrigues pour le désaxonner, Sébastien Javon, l'infatigable mécène. Vous savez, avec cette photo illustrative, c'est une ambulance qui a été offerte à un centre de santé privé pour donc assister les prisonniers qui souffrent des hernies, des pathologies ambulatoires. Donc on peut toutefois aller porter assistance à ces détenus dans les maisons d'arrêt. C'est la preuve que Sébastien Javon, au-delà donc des écoles, au-delà de l'eau potable qu'il donne à la population, au-delà donc des centres de santé, maternités, hôpitaux qu'il assiste, il continue donc de penser même aux prisonniers. C'est cela que le peuple veut, c'est cela le développement. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise à la maison, dès que vous pensez à un frère très lointain quelque part qui est en train de souffrir, eh bien le peuple vous appelle, et c'est cela qui dérange davantage le pouvoir, parce que voilà un individu candidat aux élections présidentielles qui est arrivé troisième donc au premier tour et qui finalement a tenté de soutenir quelqu'un pour que le pays se développe. Malheureusement, ses aspirations ont tout fait donc de sombrer en cauchemar, mais malgré cela, il continue donc ses œuvres salvatrices au bonheur Vous semblez dire que la guerre entre les deux hommes reste un gâchis pour le Bénin? Vous avez donc le temps de le constater. Merci à vous, Kodjovia. Maintenant, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cet instant. Revue des titres. On se retrouve, vous savez, demain. Oui, un rendez-vous à ne pas manquer. À demain donc. À très vite. Bienvenue, mesdames, messieurs. Très attendu sur les sujets brûlants de l'heure, les députés de la majorité parlementaire ont enfin brisé la glace. Ce fut à la faveur d'une conférence de presse. Comme un seul homme, ils ont défendu les choix et actions des plus consensuels aux plus controversés du régime de la rupture pour un nouveau départ. De la polémique autour de la non-installation du COS-LEPI à la demande de levée d'immunité parlementaire de certains des leurs, rien n'a été mis de côté. La moindre interrogation du citoyen lambda aura trouvé de répondant. L'heure est au ralliement sans faille derrière le chef de l'État. Rentrée politique du BMP, de la poudre aux yeux ou la marque du soutien indéfectible de la majorité parlementaire au régime Talon. Et pour quel gain? Mesdames, Messieurs, tel est le terme autour duquel se fera ce numéro de votre émission 100% Bénin du jour, et pour l'occasion, deux professionnels des médias pour des analyses qui s'imposent. À ma gauche, Jacques Bokor, journaliste, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Jacques Bokor, bonjour. Bonjour Joël, et bonjour aux téléspectateurs. Et merci de nous rejoindre. C'est moi. Ça fait un petit moment par ici. Absolument. Et en face de vous, un confrère. Lui, il a nom Marcel Zoumenou, du très en vue, l'autre quotidien, très prisé, la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Oui, beaucoup les attendaient, mais enfin, ils sont sortis sous la bannière à la faveur de leur rentrée politique ponctuée d'une conférence de presse. Les députés de la majorité parlementaire, et à l'occasion, aucun sujet n'a été laissé de côté. L'essentiel a été abordé avec la finesse, en tout cas le style propre à chaque camp. Jacques Bokor, d'abord la configuration qui s'est tenue devant les micros et caméras, parlant des têtes de pont de ce bloc. Comment l'avez-vous apprécié? Ça c'est un bon constat, et vous m'amenez sur un terrain un peu glissant, quoique votre constat, disons, est juste. Nous avons vu des députés, disons la soixantaine acquis à la cause du chef de l'État, n'étaient pas dans la salle. Il n'y avait que quelques têtes. C'est vrai, on nous a dit que c'est la coordination du BMP qui a organisé la conférence de presse. Mais est-ce pour cette raison que certaines figures de proue n'étaient pas dans la salle ou n'étaient pas
autour de la table. C'est une grosse interrogation quand on sait que Maître Adrien Mbedji est quand même du BMP, et Bruno Amoussou, Idi Kola Olé et autres. Je n'ai pas vu non plus Barthélémy Kassa. Et vous savez, quand on dit soutenir les actions de la rupture, vous savez qu'il y a un certain Barthélémy Kassa tout fougueux dans sa circonscription électorale qui fait des actions. Mais pourquoi on ne l'a pas vu? C'est une grosse interrogation. Est-ce parce qu'il est absent du territoire ou bien il est là et il n'a pas voulu se présenter? Et bien d'autres députés, quand vous prenez le PRD, avec sa dizaine de députés, on n'avait que 3 dans la salle. On s'interroge, sinon on peut commencer à s'interroger ou suppiter. Mais est-ce parce que certains ne voulaient pas s'afficher, ou bien leur rôle se limite, ou leur soutien se limite simplement au vote des lois au Parlement? Bref, on ne saurait affirmer de façon officielle qu'il y a ci ou ça, mais le constat a été bien fait que tous les députés, les 60 en tout cas, n'était pas dans la salle. Voilà. Oui, Marcel Zoumenou, la nouvelle tribune était également de la partie pour apprécier cette sortie pour une rentrée politique du bloc. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'interroger sur ces absences qui quand même sautent à l'œil? Non, mais il y a évidemment à s'interroger. D'abord, moi j'ai constaté qu'il est très difficile de défendre actuellement le président Patrice Talon. Quand j'ai vu l'image que le BMP m'a projetée hier, je me suis dit ça doit être un travail laborieux de le défendre. D'abord, s'il n'y avait rien, si c'était aussi facile, j'aimerais voir les gens comme les Nango, comme les Idji, comme Bruno Amoussou, pourquoi pas. Bon, le président de l'Assemblée, on peut le dispenser parce qu'il est... Mais au moins ces 3 figures de proue qui ont été anciens présidents de l'Assemblée nationale, s'ils portaient la parole du BMP, ça aura plus de valeur et d'importance que les jeunes. Bon, quand je dis jeunes, des gens plus jeunes qu'eux et qui sont ceux qu'on a vus hier. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le deuxième constat, c'est que dans l'échantillonnage, j'ai pas vu le PRD. J'ai été surpris parce que vous savez que le BMP aujourd'hui, c'est un conglomérat de grands blocs. Il y a le PSD, il y a le PRD qui aujourd'hui est le bloc le plus compact, le plus grand au sein du BMP. Ça fait 9 députés moins 1. Je voudrais rappeler que 10 moins 1. Ce n'est plus 10 moins 1, ça fait 9. Je voudrais rappeler que nous sommes à 59 parce qu'il y a les décès de l'honorable. Et donc, ne pas voir un député du PRD dans l'échantillonnat, dans ceux qui sont venus parler au nom du BMP, ça pose un problème. C'est tout comme si on a écarté un bloc important de ce groupe-là. Et puis, dernière chose, quand je regarde un peu ceux qui se sont présentés hier, je me demande si on a des raisons de croire que c'est des vrais soutiens du chef d'État, parce que la plupart... À ce point, bon, demander si c'est de vrais soutiens du chef de l'État? Non, je crois qu'il y a au sein de l'hémicycle des députés qui ont soutenu le président Patrice Talon quand il était candidat. Tout à fait. Et quand je regarde dans ceux qui se sont présentés hier, je n'ai pas vu beaucoup de ceux-là, des députés qui ont soutenu. C'est ceux qui l'ont rejoint quand il a été élu président. Et enfin, quand je regarde aussi ceux qui en parlaient hier, je me dis qu'il doit y avoir un problème au sein du BMP parce que le discours tenu et le profil de ceux qui l'ont tenu, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien ficelé. Vous êtes resté un peu sur votre soif. Tout à fait. En tout cas, les commentaires vont bon train et par rapport à cette configuration, les attentes de certains auraient été déçues. C'est légitime. Aucune initiative ne rencontre jamais la grande mobilisation ni le consentement de tous. Mais il y a aussi des titres qui ce matin ont retenu l'attention. Je reviens à Matin Libre. Pourquoi ce titre? Ce bloc
que vous voyez en train de conduire le chef d'État droit dans le mur. On va apprécier avant de revenir sur le contenu du message tenu sur un certain nombre de sujets. Oui, et Marcel relevait tantôt le profil de certains qui voulaient soutenir vaille que vaille les réformes ou certaines actions du chef de l'État, alors que c'est vrai, les choses ont changé, et autant autres mœurs, mais quand on voit un peu le profil de ces acteurs avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité sur le terrain, on m'a dit, oui, que les cantines scolaires, la mise en place est effective, et on a parlé d'autres choses. On reviendra là-dessus dans les détails, mais quand vous voyez ce qu'on a dit avec la réalité, vous comprendrez que c'est la dichotomie. On a dit même la fin du délestage, alors que pas plus tard que la semaine dernière, moi j'étais quelque part vers Glodibé, où j'y suis resté de midi à 17h, il n'y avait pas le courant. De midi à 17h. Oui, soit 5 heures de temps. Il n'y avait pas. Peut-être. On m'a dit que c'est une habitude. Et non seulement à Bomekalavi, il y a d'autres parties du pays. C'est vrai, il faut reconnaître qu'on a pu juguler un peu la crise énergétique, mais il y a quand même qu'il reste à faire. Donc, dire que, ou présenter la situation comme si tout était rose, moi, ça me pose problème. Et quand on est avec un chef de l'État, et on l'a vu par le passé, les chefs d'État qui se sont succédés, c'est comme ça, on les a conduits progressivement à la porte de sortie. Et puis après, on s'éloigne, on dit, oui, nous l'avons soutenu en son temps. Donc, nous, c'est une façon d'attirer l'attention du chef de l'État pour lui dire, oui, tu as des soutiens, mais il faut quand même que tu regardes dans la glace, que tu te mires pour voir si ce qu'on est en train de te miroiter, de te peindre, est conforme à la réalité. Donc, c'est une façon d'attirer l'attention. Et puis, on a même dit Benochi, le comble, le député Gérard Benochi, qui, lui, il trouve que même si on n'installait pas le COSLEPI cette année... On revient par rapport au contenu avec votre émission. Je reviens à la une de la Nouvelle Tribune qui parle du BMP qui serait dans la diversion. Oui, dans la diversion, parce que quand on les a écoutés, les problèmes qui sont aujourd'hui sérieux dans le pays et qui font qu'il y a une crise sociale, ils n'ont rien dit sur ça. On a écouté le BMP, ils n'ont rien. Donc pour nous, et on a vu des gens qui sont venus un peu pour donner l'impression au chef d'État qu'ils le soutiennent. S'ils le soutenaient pour autant, il n'allait pas laisser la situation pourrie. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, que le chef d'État a des problèmes partout, des grèves perlées, une situation tendue dans le pays. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui qu'on a vu... Vous semblez dire qu'à un moment donné, le chef d'État a commencé par douter du soutien du Parlement? Non, pas ça, mais ils ne sont venus que un peu comme pour au chevet d'un malade dont la situation s'est empirée et critique. Vous dites qu'ils sont là. Voilà. Alors qu'ils étaient là depuis, ils pouvaient apporter leur point de vue sur beaucoup de choses qui se sont passées. Ils ont attendu que la situation soit pourrie pour venir maintenant dire que nous le soutenons. C'est un peu pour donner du réconfort au chef d'État. Et quand vous voyez le chef d'État ces derniers temps-ci, avec ses nombreux sorties, on sent un monsieur qui est en difficulté. Et il ne le cache pas, il le dit lui-même. Et donc, pour ces députés, c'est pour faire un peu leur marketing politique. Et regardez, marketing politique. Et oui, regardez. Accompagner véritablement. Non, c'est pour dire, quand tu étais en difficulté, tu nous as vus, on est venu dire au moins quelque chose. Parce que vous voyez aujourd'hui dans le bloc, il y a des gens qui refusent carrément de parler. Ils ne veulent pas parler parce qu'ils disent cette histoire n'est pas claire. Nous, on a écouté des députés qui nous ont dit en privé, vous voulez qu'ils disent quoi? Cette histoire, c'est pas clair. Je préfère me taire. Je suis dans la majorité, mais je préfère me taire. Mais ceux qui se sont affichés hier, regardez-les un à un, c'est des gens qui ont des problèmes. Ça dit quel type de problème? Vous regardez un type comme Balamassi et vous savez que sa phobie, c'est depuis la dernière fois que le président Boni Yahi est sorti à Parakou, il ne dort plus tranquille. Et vous regardez le porte-parole hier, c'est Abimola Jean-Michel qui lui-même a des difficultés. Tout à fait, mais il n'est pas pour autant serein. Et vous savez pourquoi? Parce que dans son fief, il y a un problème qu'il n'arrive pas à régler lui-même. Il y a que le président Boni Yahi est pris par là.
Et nous savons qu'il y a une sorte de juste pour présenter des condoléances. Oui, ça tout à l'heure, on sait ce qui s'est passé. Et si vous avez des gens qui étaient sur place, lui-même a pu avoir le retour de ce qui s'est passé sur place. Et deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Kétou, il y a 2 leaders qui s'agitent. Il y a lui et il a Idi Kolaole. Donc dans tout ça, il n'est pas dans une position confortable. Et il lui faut qu'il puisse montrer au chef d'État qu'il est vraiment engagé pour que quand demain, on va vouloir positionner les gens, il faut que le chef d'État puisse penser à lui pour avoir une position confortable. Et quand vous regardez un peu tout ce qui était chaud là, je dirais la même chose de Orden Aladati, qui est un député de la 16e, un suffisant palier. Et on sait qu'à Cotonou, il y a le phénomène Azanei, qui jusque-là n'a encore rien dit, mais on sait que quand ça sort, ça fait du... Donc, les gens étaient venus d'abord, je crois que leur premier objectif, même s'ils ne l'ont pas dit, c'est de montrer aux chefs d'État qu'ils sont là et que demain on doit penser à eux. Donc, pour moi, ce ne sont pas des soutiens pour autant sincères. Et c'est pourquoi nous on dit que c'est un soutien mécanique juste pour avoir des choses en retour. Et l'autre chose sur lequel nous avons été surpris, c'est que quand vous les écoutez, ils n'ont rien dit, comme je le disais tout à l'heure, rien dit de ce qui préoccupe les Béninois aujourd'hui. Qu'est-ce qui préoccupe les Béninois? Les Béninois sont préoccupés par la faim aujourd'hui. Quand vous sortez dans la rue, vous voyez beaucoup plus de Béninois qui se plaignent, beaucoup plus de Béninois qui vous appellent, et beaucoup de parents qui ne vous appelaient pas il y a 1 an, 2 ans, qui vous appellent aujourd'hui pour dire j'ai plein de 1000 francs, j'ai plein de 2000. Et ils n'ont pas donné. Oui. Je ne sais pas si vous avez mémoire. Bien sûr. Oui, moi j'ai de ces appels qui sont fréquents ces derniers temps-ci. Et donc les Béninois sont confrontés à ces problèmes. Et il y a le problème de l'école, leurs enfants sont à la maison, une grève qui continue, le gouvernement n'arrive pas à trouver de solution, au contraire, le gouvernement provoque les travailleurs à travers des défalcations fantaisistes. Et donc, il y a un malaise dans le pays et le BNP hier n'a pas rassuré les Béninois, n'a pas apporté des solutions sur ces problèmes qui concernent. Vraiment, là où va Marcel, là est vraiment le rôle du BNP. Le BNP aurait pu dire aux citoyens, à leurs électeurs que voilà, le repas est définitivement prêt dans peu de jours, et bien vous n'aurez plus à souffrir de la faim et tout sera une fois et pour toutes entré dans l'ordre. C'est vraiment leur rôle? Non, je crois qu'ils ont effleuré un peu la préoccupation en appelant au sacrifice qu'aucune réforme n'est possible sans un minimum de sacrifice. Ça me fait sourire parce que c'est pourquoi je disais que est-ce qu'ils sont détachés de la réalité? Je n'ose pas le dire parce qu'ils ont dit dans le test qu'eux-mêmes ils sont confrontés aux problèmes que son ligne Marcel et qu'ils les règlent au jour le jour. Mais il faut aller au-delà, consentir des sacrifices pour éviter ces facilités auxquelles on nous a habitués tout le temps. N'est-ce pas là l'idéal? Pourquoi vous souriez alors? N'est-ce pas là l'idéal? Très bien, c'est l'idéal. Ça, osons le dire. Pour faire des réformes, pour espérer un mieux-être demain, il faut ce minimum de sacrifices. Mais, la manière de le dire, la communication dans l'opinion avec les actes qui s'en suivent. Dans le même temps que vous demandez aux compatriotes de prendre leur mal en patience, de faire des sacrifices, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On dit que des gens sont à des millions de francs CFA. Vous voyez, les salaires politiques. Quand vous projetez cette image dans l'opinion, vous voulez que les gens aient quelle réaction? Dans ce même pays, le ministre Djogbenon, pour ne pas le nommer, il est ministre de la République et il présidait une commission en charge des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Réformes qui nous a coûté au moins 500 millions de francs CFA. Et parmi ceux qui ont été rémunérés pour ce travail qui engage l'État, ce travail pour lequel
le ministre Diogbenou était payé normalement en tant que ministre. Il a perçu encore 10 millions de francs CFA. Et on lui a demandé, monsieur le ministre, est-ce que vous avez pris? Il dit, mais bien sûr que lui l'a pris. Or, normalement, le ministre est déjà payé sur l'argent du contribuable. Il devait dire, non, je renonce. Et le contexte dans lequel nous sommes, où des agents de l'État réclament un mieux-être, alors que dans le même temps, on n'a pas entendu le chef de l'État, par exemple, dire, à partir d'aujourd'hui, moi, j'abats mon salaire ou bien je renonce à ce que je perçois. Mes ministres ne percevront que peut-être les frais de déplacement. On a vu au Libéria avec George Weah, même si c'est dans le discours que vous le servez, que dans l'ombre, vous percevez votre chose, ça, est-ce que les gens peuvent peut-être le savoir? C'est une grosse interrogation. Donc, je parle de la communication et de porteur du message. Vous voyez? Donc, pour moi, ça pose un problème. Maintenant, je vais en venir au contexte. Le contexte, c'est quoi? La sortie du BMP, on ne peut pas opiner sans parler de ce contexte. Le contexte, c'est au lendemain du congrès des FCBE à Parakou, les grèves, les marches des femmes, des travailleurs dans les rues. Ce congrès continue d'impacter? Absolument. Et il a dit, autour de la table, on avait un certain Rachid Gbadamansi qui en a parlé, qui des gens confondent foule et peuple souverain. Donc, c'est un message qu'il est en train de faire passer. Donc, et mieux, le BMP est sorti après une rencontre avec le chef de l'État. Nous l'avions annoncé. Tout à fait. Après une sortie, est-ce que à cette rencontre, le chef de l'État avait piqué une colère pour dire, ben, je ne vous sens pas? Et les a envoyés sur le terrain. C'est une interrogation. Donc, ils sont obligés maintenant de prendre leurs responsabilités. Sinon, depuis 2 ans, c'est quand même une première que ce bloc sorte comme ça, au-delà des lois qu'il vote pour le gouvernement et des actions individuelles et de façon éparse dans des circonscriptions électorales. C'est la première fois qu'on voit le bloc sortir comme ça. Donc, pour moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Marcel Zoumenou, la notion de sacrifice vous a fait aussi sourire tout à l'heure et vous avez secoué la tête. Comme pour dire, à moins de me tromper, je vais quand même savoir qu'on en demande un peu de trop. Or, on sait très bien qu'on ne saurait faire les omelettes sans casser les œufs. Et la notion de sacrifice partout s'impose. Non, mais j'ai toujours ri quand on me parle de cette phrase et on ne peut pas faire des omelettes. Moi, il me demande combien de Béninois prennent des omelettes tous les matins. Moi, non plus. Moi, actuellement, je n'en prends pas. Je prends ma bouillie ordinaire et ça me va. Très peu de Béninois. En tout cas, les Béninois n'ont pas les moyens. Beaucoup de Béninois n'ont pas les moyens de prendre les omelettes. Chaque fois qu'on me le dit, moi, je dis laissez cette affaire d'omelette. C'est pour l'élite. Et c'est justement que l'impression que ce gouvernement me donne, c'est que j'ai l'impression que c'est un gouvernement qui travaille pour une minorité, pour une élite. Et le gouvernement travaille pour que cette élite soit heureuse, soit dans l'opulence, et que la grande majorité soit dans la souffrance. C'est ce qui explique le fait que quand chaque fois... Le est contre l'esclavage moderne. Non, mais il ne peut pas dire ça. Ses actions ne le démontrent pas. C'est pourquoi je dis que quand on parle du sacrifice, c'est d'abord à ceux qui sont déjà aisés, c'est à eux il faut demander. Pour un monsieur qui a peut-être un repas par jour, il va encore faire quel sacrifice? Donc vous le dites de passer de seul repas à 0 repas. Par contre, celui qui le matin, à son petit déjeuner, a une panoplie de 10, 3, 4 variétés, il a le choix, on peut lui demander de faire des sacrifices. On demande beaucoup plus à ceux qui ont les moyens de faire les sacrifices. Mais je crois que c'est le contraire qui s'applique ici. Ceux qui en ont, on leur en donne beaucoup plus. Et vous voyez aujourd'hui que les salaires des hommes politiques, des ministres, de l'entourage immédiat du chef de l'État, j'ai vérifié, on m'a dit qu'il n'y a pas un conseiller ou quelqu'un qui travaille. Même les lampistes au palais sont à plus d'1 million.
Et donc, si de même des lampistes, des gens qui n'ont pas un rôle aussi important sont à plus d'1 million, le chef d'État, imaginez combien il est. Et comme l'a dit Jacques, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on demande aux Béninois de faire des sacrifices, de concéder des choses pour le pays, il faut le montrer soi-même. Quand le chef d'État est venu, la première chose qu'il a fait, c'est de demander au ministre des Finances de le rembourser. Je crois que le nouvel tribunal avait écrit dans les cas. Tout ce qu'on lui doit dans les histoires de coton, de dettes vis-à-vis de ceux de quoi, on lui a remboursé. Et quand il a fini de faire ça, il a repris toutes ses activités. Le PVI, tous les marchés de coton. Donc quand tu fais ça, quel exemple tu veux donner aux autres? Les personnes ne te croira. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. J'ai l'impression que le mythe Patrice Talon est en train de tomber. Regardez aujourd'hui la réaction des syndicalistes. Ils vont rencontrer le chef d'État. Quand ils reviennent, ils dissucent les positions. Ça veut dire que les gens ne croient plus en lui. Et je crois que par rapport à lui-même, il doit se poser beaucoup de questions. Quand vous êtes président et vous dites des choses et vous faites le contraire de ce que vous demandez aux autres personnes, on dit que le leader, c'est celui qui donne le bon exemple. Quand vous ne le donnez pas, personne ne vous suivra ce que vous avez demandé. Et donc, quand on me parle de sacrifice, moi je crois qu'on doit arrêter avec ce discours. Les Béninois ne sont plus prêts à faire des sacrifices parce qu'on ne voit pas les dirigeants eux, le faire. Ils ont augmenté les salaires, ils ont augmenté les primes. Dans le même temps, on supprime les bourses des étudiants. Quelle réforme amène à supprimer? C'est une réforme ça? Quand on dit réforme, c'est quoi? Vous avez une situation, mais vous pensez que quand vous faites ceci, vous faites cela, vous allez améliorer la situation existante. Mais vous ne faites pas une réforme pour détruire ce qui existe. C'est pourquoi moi je dis qu'on ne met pas de réforme, moi je suis circonspect par rapport à ce thème aujourd'hui. Je crois qu'on ne fait pas de réforme, je crois qu'il y a une politique pour détruire le minimum qu'on avait. Et on ne peut pas accepter qu'un gouvernement puisse faire quelque chose pour détruire le minimum que les Béninois avaient. Donc je crois que par rapport à cela, le gouvernement ne peut plus continuer à parler de sacrifice aujourd'hui. Le gouvernement ne peut plus continuer à parler de sacrifice, propos de professionnels de médias. Mais les députés de la majorité parlementaire pensent que c'est le mieux à faire. Quand on tient compte du contexte actuel, quand on tient compte du grand rêve du chef de l'État, pour le peuple béninois, d'ici 5 ans, 10 ans, il va falloir l'accompagner. Et pour l'heure, la détermination, elle est acquise, affichée, pour permettre au chef d'abord de faire de la lutte contre l'impunité, chers invités, une réalité. Les députés de la majorité parlementaire pensent que la question de la levée d'immunité parlementaire doit être réglée sans parti pris, sans émotion. Jacques Bocco. Oui, et avant de répondre à cette question, je voudrais encore situer le contexte à la suite de ce que Marcel Zoumenon a dit. Dire que le chef de l'État, quand il est allé à Parakou, n'avait pas demandé 2 ans. Mais après, il a demandé 2 ans pour rassurer les Béninois qu'au terme des 2 ans, ben, le repas qui est au feu serait déjà cuit. Hein? Et aujourd'hui, nous en sommes à repousser encore l'échéance. C'est-à-dire, on continue avec les promesses. Donc, vous voyez que les gens ont patienté et l'ont laissé faire pratiquement pendant 2 ans. Sinon, il n'y avait pas de tension durant les 2 ans. Même que ça soit sur le terrain politique, à part quelques actions dues à la provocation du préfet qui a interdit des marches, il n'y avait pas d'action majeure pour inquiéter le gouvernement dans son travail. Donc, le gouvernement avait les coups de franche pendant 2 ans pour travailler, pour rassurer. Mais si ça a échappé, si le contrôle a échappé, à qui la faute aujourd'hui? Donc, interrogeons-nous. Que de voir le mal partout. Donc, pour en venir à la question de l'immunité parlementaire, je crois qu'ils sont en train de rassurer le chef de l'État, celui qu'ils soutiennent. C'est bien de le faire, de s'inscrire dans la démarche du chef de l'État et de la justice en disant déjà ou en clamant que la question sera réglée au Parlement. Mais de quelle manière, Joël Yetonji? La manière compte. Quand nous savons que généralement pour ces gens de vote, ce sont les votes secrets qui sont priorisés. Et comme nous le titrions il y a quelques jours, ce serait un test grandeur nature pour ce bloc et pour le chef de l'État qui va se rendre compte désormais
s'il a vraiment des soutiens francs et sincères au Parlement. Donc, moi, de ma position, j'attends ce grand jour où le sujet sera à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Pour pouvoir vraiment tirer les grandes conclusions. Absolument. Marcel Zoumenou, lorsque devant micros et caméras, on affiche sa détermination à s'inscrire dans la lutte du chef de l'État contre l'impunité et contre la corruption, est-ce qu'on a encore de raisons de douter de la bonne foi des élus du peuple, du bloc de la majorité parlementaire? Non, mais je crois que c'est selon ce que mon ami et confrère Jacques dit, il y a une sorte de, c'est pas, de test de fidélité à faire par rapport à ce bloc. Vous savez que pour les anciens cas qu'on a eu, où on a tenté chaque fois de lever l'immunité d'un député, ça n'a pas marché. Je me rappelle le dernier cas, c'est celui de Barthélémy Kassa, il y a quelques années. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Il faut regarder le profil et l'histoire des députés qui sont là-bas. Le monsieur sait que si je vote pour qu'on lève l'immunité de l'autre, moi-même j'ai des casseroles. Si je le fais pour lui, on le fera pour moi demain. Et donc, il y a une sorte de solidarité qui se constitue entre eux pour dire mon frère, je ne vais pas voter parce que si je vote, demain on va sortir pour moi. Et vous savez qu'il y a plein de députés qui sont dans des dossiers que nous on agite et on ne finira pas d'agiter tant que le chef d'État ne va pas sur ses pistes. Et donc, moi je doute fort que cette histoire puisse prospérer. Et les gens vont dire au président, oui, nous allons le faire, mais le jour du vote, vous allez voir qu'on n'aura pas le nombre suffisant pour lever l'immunité des gens. Je crois que c'est ce qui va se passer. Et je peux me tromper, mais je veux voir comment ça va se passer. Mais j'ai l'impression que les gens miroitent quelque chose de chef d'État, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils pensent. En tout cas, c'est un vote secret. Et donc, chacun peut se cacher sous la confidentialité pour faire le contraire de ce qu'il avait promis. Ah oui, sur la question, beaucoup de Saint-Thomas. Les prochains jours ne sont pas très loin. Avril, c'est loin, mais c'est ici. Et maintenant, on aura le temps d'apprécier. Autre sujet abordé, la question de la non-installation des membres du COS, l'EPI. La majorité parlementaire doit-elle, comme le bloc qui a beaucoup retardé cette opération, se défend. Il n'y a pas péril en la matière. L'opération qui a plus de répondants, c'est celle qui sera faite avant, sinon à la veille des joutes électorales. Marcel Zoumenou, une fuite en avant ou de la pertinence dans la réflexion? Jacques Bocor. Oui, Jacques Bocor. Non, moi je dirais simplement une fuite en avant. Je serai catégorique sur cette question. Il ne faudrait pas qu'on tourne autour du pot, qu'on aille une fuite en avant? Une fuite en avant. Je parlais tantôt de la déclaration du député Bénochi Gérard, oui, qui est juriste de surcroît. Même s'il a un côté comptable auditeur, il est quand même juriste de formation. Et il a jeté le masque. Il a montré le vrai visage du BMP quant à la non-désignation des députés devant siéger au COS-LEPI. Quel est-il ce visage? Quand il dit ou qu'il minimise ou banalise la situation en violation des tests, parce que ne pas installer le COS-LEPI alors que les tests le prescrivent, c'est une violation. Et qui sont ceux qui ont voté ces tests? Ce sont les députés. Quand le peuple criait que le COS-LEPI nous revenait cher, même sous l'autre gouvernement, le problème se posait. Et l'ancien chef de l'État ne voulait pas qu'on actualise chaque année et ce fichier. Mais l'Assemblée a dit niet, nous devons l'installer parce que ça arrangeait dans le temps. Ça arrangeait. Maintenant, le député Bénochi trouve que même si on n'installait pas le COS-LEPI cette année, même si on n'actualisait pas le fichier, il n'y a pas péril en la demeure que le prochain COS-LEPI pourra le faire pour les législatives de 2019, alors que le code électoral prévoit qu'il faut l'installer en juillet pour janvier. Donc, si on ne l'a pas fait, il faut d'abord s'excuser auprès du peuple, faire son mea culpa et attendre la sanction
qui s'impose. Et la sanction, je crois que c'est cette décision qu'a rendue la Cour constitutionnelle en obligeant ou en donnant injonction à l'Assemblée nationale d'installer dans un délai qu'elle a voulu. C'est vrai que l'Assemblée fait à sa tête, se cachant derrière le règlement intérieur qui normalement n'a pas valeur constitutionnelle, mais on dit que ça a valeur constitutionnelle. Mais quand un député de la trempe de Gérard Benossi en vient à dire qu'il n'y a pas péril en la demeure en violation des textes de la République, ça pose problème. Et là, ça interpelle normalement les pères de la Constitution, ceux qui étaient il y a 28 ans à la conférence nationale, parce que ce n'est que cela. La démocratie aussi, c'est le respect des textes, Joël. La démocratie, c'est le respect des textes. En tout cas, Benossi ne dément pas les faits et il pense être aussi dans son rôle. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont un peu en souffrance. Il faut les renflouer et c'est fait de l'économie à l'État que de ne pas procéder à cette opération qui ne serait que de l'argent jeté par la fenêtre. Marcel Zoumenou, on doit pouvoir comprendre cette posture aussi, non? Non, on ne peut pas le comprendre puisque ce n'est pas nous qui avons voté la loi qui le dit, c'est les députés eux-mêmes qui l'ont voté. Et donc s'il y a quelqu'un qu'on doit accuser dans cette histoire, c'est les députés. C'est eux qui ont voté. Et au moment où ils votaient, est-ce qu'ils n'avaient pas pensé à ça? Et donc aujourd'hui, se présenter pour dire non, c'est coûteux, on ne peut pas le faire, c'est eux que nous devons accuser parce qu'ils savaient et pourtant ils l'ont voté. Mais moi, je crois que le BNP a l'image du chef dont il représente, il défend les intérêts. Comment ça? Le président Patrice Talon, je parle du président qu'il soutienne, et que ce président nous a montré depuis quelque temps qu'il est un spécialiste qui adore violer les décisions de justice, surtout les décisions qui viennent de la Cour constitutionnelle. Et donc, à partir du moment où le président lui-même donne cette assurance qu'on peut violer tranquillement les décisions de la Cour et violer les textes de la République, je crois que le BNP ne fait que le secondé ne fait que limiter en faisant cela. Sinon, c'est extrêmement grave ce que les gens disent. Vous avez voté une loi. Les populations n'étaient même pas là quand vous avez voté votre loi. Et vous avez dit, vous allez faire ça. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus faire ça. Si vous ne pouvez plus faire ça, vous avez le pouvoir de le corriger en corrigeant la loi que vous avez vous-même votée pour qui le dit. Et donc, ils refusent de faire ça. Et je vois des gens, excusez-moi le terme, c'est de l'irresponsabilité. Quelque chose que vous devez faire, vous refusez de faire et vous semblez dire que c'est la faute des autres. Je crois que c'est pas responsable de leur part. Je crois qu'ils sont dans une logique de déstabiliser le COS-LEPI et nous savons dans quel dessein ça se fait. Il y a tout un plan aujourd'hui pour revoir tout l'arsenal d'organisation des élections au Bénin et nous savons pourquoi ça se fait comme ça. Vous savez pourquoi ça se fait comme ça? Tout à fait. Mais alors, lorsque le député dit qu'il y a encore une échéance à rattraper, est-ce qu'il ne faut pas faire foi à cela? Est-ce que la loi dit cela? Et comment on va le faire pour rattraper? Je crois qu'ils ont laissé 2016, 2017, 2018, ça fait 3 ans. Et est-ce que en 6 mois, le COS-LEPI qui sera installé aura les moyens, aura les capacités pour faire le travail qu'on doit faire en 3 ans, en 6 mois? Moi, je crois que c'est des questions à se poser. Et moi, je me demande si il n'y a pas un autre plan pour mettre de côté le fichier de la LEPI, parce qu'on attend de plus en plus que les gens sont beaucoup plus intéressés par le RAVIP et extraire une liste électorale à partir du RAVIP. Et donc, c'est peut-être ça qui explique le fait qu'on est en train de mettre sous éteignoir l'actualisation de la LEPI. Alors, aujourd'hui, Jacques Boko, est-ce qu'il faut continuer par regarder dans cette direction, dire que oui, le RAVIP est en cours, certainement il est question d'aller aux élections avec le RAVIP, quand les députés du bloc de la majorité parlementaire affirment de façon péremptoire, juste à la reprise, qui sont actuellement en congé ou en vacances, juste à la reprise, ils vont se pencher sur ce dossier. La réponse n'est-elle pas toute donnée? Alors qu'on pouvait convoquer des sessions extraordinaires. C'est vrai aussi. Quand bien même on est en vacances. On l'a vu ici avec d'autres textes de loi qui ne nécessitaient pas un empressement, mais on l'avait fait. Pourquoi pas
pour le COSLEPI. Même pour le projet de la révision. C'était pas en procédure, voilà. Presque on a forcé la main aux gens pour le faire. Donc, comme je le disais, oui. Je crois que la démocratie, ce qu'elle mange le plus, c'est le respect des tests. Le respect des tests. Et la Cour constitutionnelle a tranché sur cette question. Même si on installait une nouvelle Cour, je crois que cette Cour qui s'en va finir son mandat a bel et bien dit que la LEPI, ce n'est même pas la Cour qui l'a dit. La LEPI reste valable sur 10 ans. Donc, ne sera utilisée que jusqu'en 2021. Donc, c'est à partir de 2021 qu'on va se pencher sur ce qu'il faut utiliser après. Donc, normalement, la question du RAVIP, elle est réglée définitivement. Donc, tourner autour du pot, chercher des arguments ou des arguties pour justifier la non-actualisation et s'en remettre au prochain COSLEPI, je crois que on a beau faire ces soubresauts que le peuple sait désormais que la liste ou le fichier valable, le seul, c'est la LEPI. Et si on ne respectait cela, vous savez ce qui peut se passer. Et je vois plusieurs acteurs qui se prononcent sur la question. J'ai lu encore cette chronique ou cette tribune du professeur Topano qui a demandé ou qui a appelé à ce que les gens s'en indignent. Et si vous suivez également quelqu'un comme candidat Zanaï, il est foncièrement contre l'utilisation du RAVIP. Donc, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, j'avoue, s'annonce tumultueux sur ce plan. Si, éventuellement, la question du RAVIP était à l'ordre du jour. Autre question qui préoccupe, c'est l'accès du grand nombre aux soins. Et pour cause, la paralysie du secteur reste encore un fait, même si à l'horizon on a senti comme un dégel. Et sur cette question, l'honorable Louis Vlavonou a rappelé aux hommes en tunique blanche qu'il est question d'une santé humaine et la santé est au-dessus de tous et appelle conséquemment les acteurs du milieu, à savoir raison galée et fait parfois profil bas. Marcel Zoumeno. Oui, on l'a vu dans ce combat depuis quelques jours. Il a toujours souhaité que les agents de la santé soient privés du droit de grève. Et la Cour a dit non. Et je crois que tout ce qu'il dit aujourd'hui, c'est peut-être pour moraliser, mais moi je crois que en disant cela, il devait regarder du côté de là où vient la faute. La faute, le problème vient du gouvernement aujourd'hui. Parce que les agents de santé, tout récemment, ont suspendu les grèves. Et c'est que les problèmes de défalcation qui ont fait que les gens ont relancé la grève. Et là, qui on doit accuser? On ne peut pas accuser les agents. Je crois que c'est le gouvernement qui est dans une logique de provocation. Sinon, les agents de santé ont même mis en veilleuse leurs revendications catégorielles. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup pour lesquels ils pouvaient faire grève, mais ils ont quand même arrêté, ils ont continué le travail. Quand brutalement le gouvernement, comme dans sa logique de provocation, a décidé de faire des défalcations sauvages, il y a des agents qui se sont retrouvés avec des salaires de moins quelque chose. Et donc, ça a fait que les agents disent, bon, comme vous savez nous provoquer, nous-mêmes, on va faire choix. Je crois que les grèves qu'on a actuellement, que ce soit dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, c'est du fait de la provocation du gouvernement qui a décidé de faire des défalcations que les gens jugent arbitraires et sauvages. J'entends beaucoup l'honorable Louis Vlavonou invite plutôt les acteurs du secteur de la santé à voir les agissements du chef de l'État comme celui d'un père de famille qui ne veut que le bien de tous, du grand nombre, et par conséquent à mettre au-dessus de tous l'intérêt du plus grand nombre. Et donc la santé humaine, elle reste sacrée et il faut la préserver à tout prix. Absolument, comme l'éducation, comme ceux qui sont dans les tribunaux ici, qui attendent qu'on se prononce sur leur cas, comme des opérateurs économiques qui recherchent des documents juste à prendre au tribunal, comme des étudiants qui veulent postuler à des concours et moyennant des documents qu'ils n'auront pas parce que le tribunal est fermé. Et pourquoi?
parce que on a voulu montrer qu'on est super puissant. Qu'on est super puissant. Parfois, on est puissant, mais on ne montre pas sa puissance. Comme on le dit vulgairement, écoutez, vous voyez le bouc a une puissance, a la force, mais en voulant faire ses besoins, il va progressivement. Il n'utilise pas la force pour le faire. Donc, moi je pense que le gouvernement doit s'approprier ce que je viens de dire. Comme on le dit en fond, vous avez le sang qui circule dans votre veine, mais nous avons un crachat blanc qui sort. Donc, je pense que le gouvernement, en voulant durcir la position, en voulant opposer son interprétation des tests à la compréhension qu'en ont les syndicalistes, ça ne va pas nous amener à bon port. Parce que nous allons traîner tout le temps et au finish, on va demander pardon encore. On va dire, venez à la table de négociation, pardon, il faut sauver l'année. Alors que le plus tôt serait le mieux. Le chef de l'État, en l'écoutant, quand il reçoit les différents corps constitués, il a reçu le clergé, il a reçu la communauté musulmane, les protestants, et puis les populations de Glodibé et autres, il en profite pour s'adresser au peuple. Il veut la paix. Mais quand vous voulez la paix, il faut préparer la paix. Et la paix ne se prépare pas par une mauvaise communication. J'insiste sur le mot communication. J'ai suivi encore le ministre Garde des Sceaux hier dans une démonstration devant des supposés enseignants. Ça, c'est de la provocation. Une et provocation ça ne fait qu'envenimer la situation. De la sortie du bloc de la majorité parlementaire, qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental? Je retourne vers Marcel Zoumenou. Ce sera votre mot de la fin. Quel aura été le gain fondamental de cette sortie, à votre entendement? Bon, si je devais les conseiller, je devais les demander de ne pas faire la sortie qu'ils ont fait hier, parce que ça n'a rien apporté au problème actuel. Et ça n'a rien apporté au problème que le président Patrice Talon, auquel le président Patrice Talon est confronté aujourd'hui. Vous savez que depuis quelques jours, il est en difficulté. Et donc, moi, je crois qu'ils sont venus aggraver son problème, en disant des choses qui gênent les Béninois. Merci, Jacques Bokor. C'est votre regard. Oui, Jacques Bokor, comme je disais, votre mot de la fin. Le BMP est venu juste montrer au chef de l'État qu'il reste son bouclier et qu'il peut continuer à compter sur lui. Oui, du soutien, le chef de l'État peut s'assurer qu'il en a, mais pour quel résultat, c'est l'autre interrogation. Marcel Zoumenou, merci pour la disponibilité aujourd'hui. Je vous ai beaucoup confondu. Jacques Bokor, merci aussi pour la disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir tenu compagnie. 100% Bénin pour le numéro du jour. C'est du passé. Et Jean-Jacques Rousseau, avec cette citation en remise, la densité, sans doute, est un grand maître, mais tout dépend du regard qu'on porte sur les événements. On peut toujours en sortir gagnant. Mesdames, Messieurs, sachez, tenez le bon bout des situations qui se posent à vous. Demain, c'est toujours un nouveau jour, un nouveau départ pour des marches réussies. À très vite pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.